suis Claude Choquette et c'est moi qui me suis offert pour venir poser des questions à Daniel parce que je suis médecin et que la maladie, ça m'intéresse, c'est avec ça que je vis. Et puis si le monde n'est pas malade, ben, je ferai d'autres choses, certains. Euh, Ça m'intéresse pas dans le sens de souffrance, mais ça m'intéresse dans le sens d'interrogation sur la vie. Doit-on être malade? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que il y a des gens qui peuvent s'en sauver de la maladie? Je me demande. Moi, des fois, j'y crois pas, des fois, j'y crois. Quand j'ai le goût de flyer, j'y crois. Quand je suis bien grandé, j'y crois pas. Il reste que si on regarde l'histoire de la maladie, de la médecine, depuis des millénaires, il y a une sacrée évolution. Si on pense il y a 500 ans, dans le temps du Moyen Âge, les gens mouraient d'épidémies, ça mourait par millions. La peste, ça en a tué je ne sais pas combien de millions en Europe. Si on pense à la grippe espagnole, il n'y a pas si loin de nous, hein, au début du 20e siècle, il y en a du monde qui sont morts. Maintenant, on ne connaît plus ça, ce genre de maladie-là. Avant, les gens mouraient, entre autres, de simples infections. Il suffisait d'avoir une petite infection du bout du doigt, maltraitée, faire ce qu'on appelle une septicémie, c'est-à-dire avoir des microbes qui vont dans le sang, et puis crever au bout de 3-4 jours d'une petite infection, d'un petit panarie que tout le monde peut avoir maintenant, sans aucun problème. Des pneumonies, il y a 50 ans, les gens mouraient de ça. Maintenant, les pneumonies, c'est même pas hospitalisé chez des gens en bas de 70 ans. Alors, la guerre des antibiotiques a été extraordinaire. Ce qui prédomine actuellement dans le monde médical, c'est plus la grosse pathologie. La grosse pathologie, on la règle, les hôpitaux s'en occupent. Mais le pain quotidien maintenant en médecine, c'est des gens qui ont des inconforts. Hein, c'est des maladies de l'inquiétude, des maladies du stress. Contrairement à l'homme ancien du Moyen Âge, par exemple, qui était malade soit par ignorance ou par négligence. Maintenant, les gens connaissent plus leur corps, ils sont plus au courant de la maladie. Ce qui fait qu'ils vont plus au-devant des coups. Mais il y a une partie inévitable de la vie qui est le stress. Et c'est ce qui fait que les gens maintenant sont malades, consultent. Ils consultent donc bien avant d'être très malades. C'est très emmerdant pour le médecin. Parce que nous, on est habitués à traiter des gros cas. Mais des petits cas, des gens qui se plaignent de maux de dos, des gens qui se plaignent de petites dépressions, puis d'insomnie, c'est très embêtant. Les médicaments qui existent sont beaucoup plus forts, à mon avis, que la pathologie qui nous est présentée. Ce qui fait que maintenant, le médecin vit beaucoup des effets secondaires des médicaments. Alors, si je manque de clientèle, je leur donne un peu de médicaments, puis je les revois plus vite. Une question que je me posais, c'est le système médical, est-ce que c'est lui finalement qui gagne la bataille ou si c'est vraiment, d'après moi, c'est plutôt l'hygiène et la connaissance que les gens ont accepté d'avoir. Parce que la connaissance, on ne peut pas l'imposer. Hein. À un moment donné, il faut aller la chercher. C'est ce que la plupart des gens maintenant s'intéressent beaucoup à la santé par la lecture de livres, par la communication. Ce qui fait que les gens sont beaucoup plus près de la conscience de leur corps. L'homme transitif est beaucoup plus subtil. Ce qui fait qu'il va se plaindre de désordre du système nerveux autonome, du système nerveux sympathique et parasympathique. C'est un système nerveux qui contrôle les fonctions de notre corps sans qu'on en soit conscient. Alors, ces désordres du système nerveux autonome donnent des problèmes bien connus, l'hypertension artérielle, qui, par la suite, peut donner des accidents cérébrovasculaires, c'est-à-dire des paralysies, et peut aussi donner des infarctus et bien d'autres choses. D'autres maladies qu'on appelle psychosomatiques, c'est le pain quotidien maintenant de la médecine. C'est qu'il y a 100 ans, les gens, il n'y avait pas le temps de se plaindre de mal d'estomac. Ils étaient en survie. Alors, les gens, il fallait qu'ils se battent pour vivre. Maintenant, on vit dans un confort où on assume beaucoup d'anxiété, ce qui provoque des ulcères d'estomac, qui provoque de l'asthme, des allergies de toutes sortes, qui sont des maladies reliées à la psychosomatique, voire même le cancer. Il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui ont fait des associations directes entre la maladie psychosomatique et le cancer. Ce qui veut dire qu'on peut même provoquer un cancer par notre attitude face à la vie. L'homme nouveau, je ne sais pas si de quelle maladie il va souffrir
D'après moi, il va sûrement en avoir parce qu'il y a un corps à traîner. Maintenant, jusqu'à quel point il va pouvoir les assumer, c'est ce qu'on va discuter seulement ce soir. C'est facile pour nous autres de parler d'homme nouveau qui ne sera jamais malade, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a l'homme très évolué ne sera pas malade. C'est fort possible, à mon avis. Mais c'est facile de le dire quand on est en santé et quand on est jeune. J'aimerais ça nous revoir dans 50 ans puis refaire une statistique sur notre groupe pour voir quelle sorte de maladie on aura souffert. Moi, j'aime pas vivre dans l'illusion. J'aime accepter la maladie, mais j'aime aussi la comprendre pour essayer de la combattre, hein, d'y faire face. Alors, l'homme nouveau qui aura le contrôle sur le stress, sur les émotions, qui saura, avec un grand S, devra-t-il subir la maladie, la contrôler ou l'éliminer? Demandons à Daniel Kemp ce soir de nous répondre à ces questions. Daniel? Bonsoir, Daniel. Je me demandais si je m'en allais chez moi. Non, 6 minutes. La cellule, c'est, on pourrait dire, immortel. Mais une cellule toute seule, ça n'a pas d'utilité. Le tissu, c'est une agglomération de cellules. C'est moins immortel. C'est difficile de garder un tissu longtemps en vie, in vitro, dans un laboratoire. Maintenant, le corps humain, c'est encore plus complexe. Et je me demande si la spécialisation du corps humain n'amène pas finalement l'immortalité puis la maladie inévitablement. Bon, premièrement, on connaît un peu les expériences d'Alexis Carrel qui ont été faites sur une portion de cœur de poulet dans les débuts 1900. Et quelques 30 ans après, l'expérience a été arrêtée par accident et la partie du cœur de poulet vivait toujours. Donc, la partie du cœur de poulet a effectivement vécu pas mal plus d'années que le poulet lui-même. Alors, effectivement, une cellule, c'est immortel. Tout à l'heure, tu disais c'est plus ou moins immortel. Non, c'est immortel si, évidemment, on ne l'écrase pas et si on ne la tue pas. Mais si on la laisse dans un milieu qui lui est propre et qui lui est sain, elle est immortelle. C'est d'ailleurs ce qui va faire en sorte que l'être humain, d'ailleurs comme les plantes, comme les animaux, vont être capables de procréer, c'est-à-dire, comme je l'ai dit souvent en conférence, une personne, un homme de 60 ans avec une femme de 45-50 ans, par exemple, est capable d'avoir un enfant et l'enfant qui va naître sera un enfant qui aura la même peau de bébé que n'importe quel enfant. L'enfant va être identique, évidemment, sauf si on a des problèmes chromosomiques au niveau de la femme, donc c'est l'enfant mongoloïde. Mais ça, c'est dans les situations normales, l'enfant va être identique à n'importe quel enfant, qu'il naisse d'un père de 15 ans et d'une mère de 15 ans, ou qu'il naisse d'un père de 50 ans et d'une mère de 50 ans. Donc, il y a toujours des cellules qui conservent intégralement leur vie, donc leur vitalité à l'intérieur de l'homme et de la femme. Le seul phénomène, c'est que ces cellules ne sont pas les cellules qui donnent l'ordre génétique du maintien corporel. C'est-à-dire que le spermatozoïde ainsi que l'ovule sont capables de constituer un corps neuf, mais ils ne sont pas capables, vitalement ou génétiquement, de pouvoir conserver le corps que tu as présentement. Alors toi, plus ça va aller, plus tu vas vieillir, mais tu seras quand même capable d'engendrer des enfants qui seront parfaitement neufs, flambant neufs, donc qui auront une peau de bébé, qui auront un système physiologique en parfait état, même si toi, tu es en train de dépérir lentement sous le poids de la vieillesse, qui est une forme de maladie, ou sous le poids des autres pathologies, hors la vieillesse. Et c'est ça que tu entends par l'immortalité, le fait qu'on puisse reproduire? Non, l'immortalité, c'est la continuité dans le temps, parce qu'il faut comprendre que l'immortalité, évidemment, dépend du temps. Lorsque le temps n'existe plus, il n'y a pas d'immortalité possible, il y a l'éternité, parce qu'il y a une vaste nuance entre l'éternité et l'immortalité. L'immortalité, cela veut dire que le principe qui apparemment a la vie ne peut pas perdre la vie, donc il ne meurt pas. Ça, c'est l'immortalité. Et l'éternité, c'est quelque chose qui, comme tel, n'a pas eu de commencement, n'a pas de fin, et comme tel, n'a même pas d'existence propre, n'a pas de continuité. Alors revenons à notre immortalité. La vie est immortelle en ce sens que la vie, elle est transmissible. Bon. Toi, en tant que forme, déjà, en partant, tu es mortel. D'ailleurs, tous les humains ici sont mortels et tous les humains ici sont sujets à altération physique, donc à changement, c'est-à-dire maturation, grandissement, vieillissement, donc maladie. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque nous buvons de l'eau, l'eau ne fait pas partie de notre corps, mais lorsque nous l'avons bu, elle devient notre corps. Tandis qu'une autre partie de notre corps, à un moment donné, sera rejetée et ce ne sera plus notre corps. Étant donné que l'être humain, de sa naissance allé jusqu'à maintenant, a passé
nombre d'heures à engouffrer une panoplie de nourriture. Donc, il a engouffré des minéraux qu'il a utilisés et qu'il a perdus. Il a engouffré des protéines, il a engouffré des calories qu'il a brûlées ou qu'il a rejetées. Il s'est nourri d'une panoplie de choses. Et tout ce que l'être humain a pris comme nourriture est venu transformer son corps physique, a pris la forme du corps physique, et tout ce qui était le corps physique est tombé lentement par transpiration, par chute, par usure et par excrément, par excrétion vers le passé. Alors, autrement dit, le corps, présentement, qui minéralement te constitue, le corps qui protéinement te constitue, le corps qui, de toute façon, de toutes les formes, biologiquement te constitue, n'est pas le corps que tu avais il y a de cela 7 ans. C'est-à-dire que toute la structure minérale ou biologique te constituant n'est plus la même. Qu'est-ce qui reste immortel? C'est l'identification que tu portes dans la forme constituée par les éléments qui passent chez toi. Alors, il faut juste comprendre un peu que c'est exactement comme si il y avait le corps physique, il y avait derrière de la merde, et devant de la nourriture. Exactement. Bon. Alors toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu avances, et au fur et à mesure que tu avances, la nourriture devient la forme de ton corps, et la forme de ton corps devient les excréments en arrière. C'est exactement ce qui se passe. Bon. Tes cheveux vont tomber, les ongles poussent, on les coupe, les dents s'usent à la longue, même si les dents ont poussé. La peau, on perd notre bronzage. Pourquoi? Parce que les cellules qui montent sur le dessus finissent par partir au lavage et par l'usure. On urine et on excrète. Alors, il y a donc une panoplie de phénomènes qui, justement, font en sorte que le corps de l'homme est continuellement usé par le temps et remplacé par les choses neuves qu'il récupère. Et pourquoi on vieillit? Parce que l'ADN, quand même, peut se multiplier à l'infini sans problème. Qu'est-ce qui fait le vieillissement? C'est-tu une erreur dans l'ADN, dans le codage de l'ADN qui s'accumule par le vieillissement? Bon, alors le vieillissement, ce n'est pas une erreur du codage de l'ADN. Il est bien évident que l'ADN subit certaines mutations. L'ADN, pour ceux qui ne savent pas, c'est le code génétique qui se trouve dans le noyau des cellules. Et c'est par ce phénomène chimique que l'être humain va être capable d'engendrer d'autres êtres humains. Autrement dit, lorsqu'un homme et une femme se couplent, ils n'engendreront pas un chien ni une rose. Ils vont engendrer quelque chose qui sera un mélange de la mère et du père. Et c'est justement par un mélange du code nucléaire de la cellule, donc de l'ADN, entre autres. L'ADN a d'autres fonctions, mais disons que pour l'instant, c'est la fonction génétique qui est la plus importante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il y a une mutation au niveau de l'ADN, alors à un moment donné, il y aura certaines mutations à l'intérieur de chacun des humains et c'est normal. Maintenant, vu la complexité de la chaîne d'ADN, ces mutations restent toujours récessives, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas chez l'homme et elles n'apparaissent à peu près jamais dans les descendants des humains non plus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu parlais tout à l'heure de l'intelligence, disons, ou le plaisir de faire de la médecine, parce que justement, ça te permettait de te poser des questions sur la vie. Alors, de quelle façon la médecine peut-elle créer le philosophe ou la médecine peut-elle créer le sage? C'est pas tous les médecins. Par observation. Oui, c'est pas tous les médecins, évidemment, qui vont devenir des philosophes ou des sages médicaux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'identification de l'homme dans son corps, c'est une chose, et il y a le corps, c'est autre chose. Bon. Lorsque vous mangez, vous ne vous identifiez pas à ce que vous mangez. Et c'est pourquoi vous mangez n'importe quelle cochonnerie et n'importe quand et n'importe quoi. Sauf qu'une fois qu'on l'a mangé, ça va devenir notre corps. Et on va s'identifier dans ce corps. Et une fois qu'on l'a excrété, on ne veut pas savoir ce qu'on rejette non plus, parce que c'est apparemment extérieur à la forme, donc on ne s'identifie plus dans ce qu'on le rejette. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné que l'être humain s'identifie dans l'illusion qu'il a de lui, mais étant donné qu'il y a une différence majeure, une dissociation totale, une coupure entre son identification égoïque, sa personnalité, son émotion, sa conscience mémorielle, tout le phénomène astral qu'il constitue, et le véhicule matériel qui supporte l'identification, le corps physique, étant donné qu'il y a une séparation totale entre un et l'autre, l'être humain vit de l'ego, donc l'être humain vit de l'identification, et lorsqu'il se regarde dans un miroir, il ne peut faire autrement que se regarder par le biais du corps physique, donc par le biais des yeux. Observant une forme, il peut dire « cette forme, c'est moi ». S'identifiant dans la forme, cela va bien. Sauf que l'ego est en mutation, l'ego est en évolution. Quand je parle d'ego, on pourrait parler théologiquement de l'âme, on peut parler donc psychologiquement du phénomène de l'ego, la personnalité de l'humain, elle est en évolution. Bon, j'ai déjà expliqué dans d'autres conférences, on pourra s'y référer sur cassette si on a un intérêt, j'ai déjà expliqué que l'ego était un phénomène mémoriel qui était constitué d'énergie vitale. Tu me parlais tout à l'heure de la vie.
dont une cellule pouvait continuer à vivre éternellement, tandis que si la cellule devenait complexe, donc dans un système complexe, dans un corps par exemple, à un moment donné, l'être humain perdait de la vitalité, l'être humain faiblissait, l'être humain perdait de son système neurologique, l'être humain finissait par vieillir, par devenir peut-être sénile, et finalement par mourir, c'est-à-dire qu'il n'avait plus suffisamment d'énergie de vie pour pouvoir entretenir toute la panoplie complexe des cellules, et le corps mourait. Alors on sait au niveau acupuncture, et la médecine maintenant s'intéresse un peu plus sérieusement à l'acupuncture, qu'il y a effectivement des méridiens d'énergie, yin-yang. Il y a une troisième forme de canalisation énergétique qui n'est pas cutanée mais qui est interne, l'énergie géminale, que les acupuncteurs ne connaissent pas encore mais qu'ils vont découvrir d'ici peu. Et ces énergies vitales sont justement la progression cutanée ou interne de l'énergie vitale ésotérique, c'est-à-dire de la vie. Maintenant, cette énergie vitale, elle est essentielle à l'agglomération et à la continuité génétique d'une forme physique. Cela veut simplement dire que l'énergie vitale, la vie, est essentielle pour que la structure atomique ou la structure moléculaire qui constitue un corps reste mémoriellement en forme. Si j'ôte la vie de ce verre d'eau, automatiquement, toutes les molécules et les atomes de silicium et de d'autres, impuretés qu'il constitue le verre d'eau, le verre, ici, va simplement devenir des atomes, donc il va devenir de l'air. Si on ôte la vie dans un corps humain, par exemple, ou dans une fleur, alors automatiquement, les cellules, les atomes se défont toutes, donc on parle de pourriture, le corps pourri. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, au niveau de son âme, lorsque l'être humain vient au monde, il est constitué d'un corps physique. Il a été génétiquement constitué d'une âme qui vient de la mère et du père, c'est-à-dire que la structure atomique, faut simplifier un peu, mais en même temps, c'est quand même un domaine relativement complexe. On parle de vieillissement et la science d'aujourd'hui, la médecine n'arrive pas encore à expliquer le vieillissement. Alors évidemment, on peut en parler, mais il faut prendre des termes qui sont un peu compliqués. Ce qu'il faut juste essayer de saisir, c'est que votre cerveau est constitué d'une façon particulière. Votre cerveau est constitué d'une façon particulière et cette constitution particulière lui permet d'exprimer une conscience particulière et l'empêche d'exprimer une autre forme de conscience. Et veux-tu dire que la constitution du cerveau peut varier d'une personne à l'autre? La constitution du cerveau varie effectivement d'une personne à l'autre. D'ailleurs, la médecine n'a pas encore été capable de compter exactement le nombre de cellules gliales et le nombre de neurones. Par exemple, on a comparé pendant un bout de temps le cerveau d'Albert Einstein au cerveau du commun des mortels et on s'est dit c'est presque la même chose. Jusque dernièrement, où on a refait des recherches et on s'est rendu compte qu'il avait 3 fois plus de cellules gliales que la majorité. Et on n'a jamais réussi à comprendre ce que faisaient les cellules gliales au niveau du cerveau, parce qu'on pense toujours que ce sont les neurones qui permettent à l'être humain d'être brillant et intelligent. Bon. Les cellules gliales ont une faculté d'entrer en contact avec l'intelligence supramentale et le neurone a la faculté de raisonner au contact du mental et au contact de l'ego, donc de la psychologie. C'est pourquoi Albert Einstein avait donc la faculté de savoir des choses que l'humanité ne pouvait pas savoir parce qu'il était en contact, donc branché à son esprit, c'est-à-dire quelque chose d'autre, même s'il n'était pas tout à fait conscient. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque cerveau, mais il y a une chose importante qui pourrait peut-être éclaircir le phénomène, c'est que si on a approximativement, neurologiquement, le même genre de cerveau, on n'a pas la même programmation axonique. Cela veut dire que un neurone, c'est simplement une cellule, n'est-ce pas, qui a un conducteur, un axone, et ce conducteur va vers d'autres neurones. C'est une programmation. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'une personne va penser lentement. Et si elle n'a pas de problème, par exemple, thyroïdien, disons que c'est un problème, une mécanicité cérébrale, et elle est toujours lente, toujours en retard, elle pense lentement, elle n'est jamais pressée. Cette personne peut avoir une programmation axonique, donc elle a des neurones, elle a, disons, 1 milliard de neurones, et pour pouvoir agir, l'impulsion nerveuse donnée par sa psychologie à son cerveau va parcourir peut-être 300 millions de neurones avant d'arriver à un aboutissement musculaire. Tandis que la personne hyperactive, elle, est une personne qui a un cerveau programmé différemment et la même impulsion va traverser 10 neurones pour arriver au phénomène musculaire. Donc, on aura une personne qui sera évidemment très vive et une personne qui sera évidemment très amorphe, simplement par le temps que prend la conductibilité à cheminer dans le cerveau pour arriver à une réponse. Donc, si on a approximativement un cerveau similaire, on n'a pas la même programmation et la majorité des maladies de l'homme nouveau vont justement apparaître, et quand on parle des maladies de l'homme nouveau, disons que c'est un peu une farce, l'homme nouveau ne sera pas malade, mais on parle des maladies de l'homme transitif et de la femme transitive, donc de ceux qui cheminent vers l'étape de l'homme nouveau. La majorité des maladies seront des maladies qui seront d'ordre neuronique et non pas d'ordre psychologique. Bon. Lorsque l'on parle de maladie mentale, présentement, il n'y a pas de maladie mentale à l'échelle de la planète. Enfin, il y a peut-être 1/10 de 1%. Il y a des maladies psychologiques.
Un malade mental est un malade psychologique, il n'a pas de phase mentale telle que moi, dans le sens où j'emploie le mot. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné que le cerveau subit une mutation, et ça, c'est un phénomène qui est encore difficilement acceptable par la médecine, la médecine moderne, mais qui est un phénomène de plus en plus, disons, envisageable par la psychologie moderne, et même un peu la médecine. Disons, évidemment, il y a des chercheurs, il y a des ectopistes médicales qui finissent par, à un moment donné, s'ouvrir un peu à d'autres choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de chacun d'entre nous, intéressant, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une progression neuronique reliée aux neurones, donc cérébrale, reliée au cerveau. Cela veut dire qu'on sait très bien que lorsque la personne vieillit, elle finit par devenir, elle perd un peu de sa faculté cérébrale. Ce n'est pas le cas toujours, c'est de moins en moins le cas, et c'est normal que ce soit de moins en moins le cas, pour une panoplie de raisons. Alors, on avait une progression neuronique où, à un moment donné, les personnes finissaient par perdre de leur capacité musculaire à fonctionner. Alors, les personnes, en devenant âgées, ont de la difficulté à traverser une rue. Alors, ils jugent mal les trottoirs. Ils ont des réactions qui sont trop lentes. Et ils finissent par perdre la mémoire. Alors, ils ont une mémoire instantanée, donc ils vont se rappeler peut-être des choses qui se passent immédiatement, perdre ceux qui sont passés hier et se rappeler, voilà, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Ça se comprend bien parce que ça, c'est biologique. Tout est biologique. Mais quand tu dis que l'homme nouveau va avoir une souffrance au niveau neuronique, mais c'est biologique aussi. Exactement. Ça s'explique? Tout s'explique. Tu t'attendais certainement pas à ce que je te mène des choses qui ne s'expliquent pas. J'espère que non. Bon, c'est ce que je m'attendais aussi. Alors, tout à l'heure, tu disais que, bon, t'aimais pas nécessairement vivre, disons, parti dans les nuages. Alors, effectivement, le problème fondamental, c'est que la théologie peut s'expliquer scientifiquement, Dieu peut être explicable scientifiquement, l'évolution de l'homme peut être explicable scientifiquement, l'évolution améliorative de l'homme, le phénomène de l'homme nouveau est explicable scientifiquement. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une brique, justement, pour des gens comme toi. Alors, pour expliquer le phénomène scientifique de l'homme nouveau. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous, on a un cerveau de prime abord. On peut recevoir un choc sur la tête et voir une partie neuronique qui va être, disons, abîmée, hein, par un épanchement sanguin intracrânien, etc. Donc, on peut avoir une régression neuronique. Mais il y a une chose très importante, et ça, tu es d'accord avec moi parce que tu es au courant, c'est qu'on a tant de neurones, mais on ne se sert pas de notre cerveau comme... Enfin, on se sert peut-être de 20% du cerveau. Non, même pas. Bon, mais même pas. Mais pas de 10%. Oui, bon, ça, c'est ce qu'on disait à l'époque de 1956. Ça a évolué, là. On est rendu à plus que 10%, on est rendu à 20, là, presque, là. On en parlait à mes professeurs de médecine. C'est parfait, ça, c'est intéressant, ça. Bon. Si on fait juste regarder le nombre de jeunes qui sont capables de pitonner des ordinateurs, alors évidemment, il y a un potentiel du cerveau qui sert un peu plus. La partie écologique que quasiment tout le monde arrive à envisager, c'est donc une partie du cerveau qui fonctionne un peu plus parce qu'avant, l'humain son écologie était nombritique quand il était plugué sur son nombril. Alors aujourd'hui, on arrive à être un peu plus vaste. Alors effectivement, il y a une transformation au niveau cérébral. Je ne parle pas de l'humanité, je parle évidemment présentement, disons qu'on parle entre nous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'humain évolue améliorativement, plus il aura de nécessité à se servir d'une plus grande partie de son cerveau parce que, étant donné que sa conscience au niveau de sa psychologie, comme sa conscience au niveau des plans supramentaux, on va réexpliquer tout à l'heure, est une conscience qui est en expansion, elle a besoin d'un support plus grand pour pouvoir l'exprimer dans la matière. Donc, elle a besoin du phénomène neurologique, donc de plus en plus de neurones. Est-ce que la médecine arrive à expliquer de quelle façon... Alors, je vais t'interviewer un petit peu. Est-ce que la médecine arrive à expliquer de quelle façon, petite réponse, de quelle façon l'homme pense? Et voilà, c'était la réponse. Voilà, parfait. Mais la médecine ne peut quand même pas nier que l'homme pense. Parce que les médecins pensent. Une chance. Parce que sinon, ils diraient que ça se peut pas. Bon, les savants, c'est pareil. D'accord? L'homme pense comment? L'être humain est bâti de plusieurs façons. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas un corps qui est de la pomme, des tomates, du steak, du cochon, du veau, etc., du lait. Ça, c'est le corps physique qui est construit avec les atomes de ce que l'on va manger, de ce que l'on va respirer, et évidemment agencé par notre code génétique, donc par notre mémoire vitale. Maintenant, il y a une chose intéressante, c'est que l'être humain a des émotions. Ça, on est d'accord. La médecine ne sait pas non plus pourquoi l'être humain a des émotions. Par contre, elle sait que l'émotion s'exprime par le voie du système endocrinien un peu, elle sait un peu, et évidemment par le corps physique. Donc, on parle de psychosomatose, des maladies. On a des gros doutes, c'est sûr. Là. C'est sur le thalamus, l'hypothalamus dans le cerveau. Mais comment l'expliquer, là? Non. Bon, c'est ça. On pourra l'expliquer si on a le temps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Non, vous verrez quand c'est lui qui parle. Pas quand c'est moi. Bon. Alors, c'est intéressant, justement, d'avoir un médecin à côté. Comme ça, il faudra crier quand ça sera pas...
C'est parce qu'il avait peur d'avoir des problèmes à soir, fait qu'il m'a demandé au cas. Bon. Effectivement, les personnes pourraient sentir mal. Alors, le cerveau fonctionne de quelle façon? Il y a chez l'homme une partie qui, disons dans mes termes, dans les termes du Québec, porte le nom de partie astrale. Donc, porte le nom théologique de l'âme, psychologie au niveau de la médecine, parce qu'on parle de psychosomatose, donc on parle de maladie psychologique, donc on parle effectivement de l'âme. Alors, cette partie, c'est l'endroit qui va être mémoriel. On sait un peu maintenant au niveau médical que la mémoire, elle est quelque peu moléculaire. Donc, elle peut se situer chimiquement dans l'hippocampe et une partie dans le cervelet. Alors, on en découvre un peu plus. Et puis, on sait aussi que toute la mémoire de l'homme n'est pas contenue dans sa partie chimique ni dans sa partie biologique. Bon. Pendant longtemps, on a fait des recherches à savoir si on pouvait retirer la mémoire d'un médecin, la piquer dans quelqu'un d'autre et en faire un médecin. Et ça n'a pas tout à fait fonctionné. On a une mémoire... C'est pas possible. Oh, la science médicale avance. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut effectivement, chimiquement, il y a une mémoire qui est relativement courte dans le cerveau de l'homme. On pourrait transfuser cette mémoire, effectivement. On n'est pas encore arrivé à pouvoir localiser, c'est-à-dire que la partie chimique, elle est relativement répandue, donc on ramasserait une partie du cerveau en même temps que la mémoire, ce qui n'est pas génial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez l'homme, il y a cette âme. Donc, il y a ce corps astral, ce phénomène astral, qui est un phénomène mémoriel, qui est un phénomène vibratoire, donc qui est un phénomène énergétique, qui a la faculté d'être par le biais du corps vital, donc par le biais de la vie. L'acupuncteur va comprendre un peu mieux parce que là, bon, il pique là-dedans puis il s'amuse à tripoter ces choses. Et on parle de la vie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on augmente le taux énergétique d'un corps physique, on a automatiquement une réponse au niveau biologique. Tout le système adrénergique est un phénomène où on va justement augmenter le taux d'énergie, tout ce qui va réagir à l'adrénaline, bon, pour les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'âme fonctionne de par ses propres mémoires, il vit une vie interne. On l'a expliqué souvent dans d'autres conférences, alors on va quand même sauter un petit peu. La deuxième partie, je pourrais répondre à vos questions, alors ce qui fait que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on pourra y revenir. Alors, dans cette âme, il y a le phénomène mémoriel, il y a l'ego, et tout cela est paramétré, c'est-à-dire que tout cela est contenu dans une enveloppe qui porte le nom théologique de périsprit et qui porte le nom ésotérique le nom théologique de Séraphin et le nom ésotérique de périsprit. C'est l'enveloppe de l'âme. Cette enveloppe de l'âme, c'est ce qui va permettre à plusieurs individus de pouvoir être accolés l'un contre l'autre sans nécessairement être mélangés au niveau des mémoires. Par contre, si l'enveloppe de l'âme est mince, il y aura beaucoup plus d'hypersensibilité de la part des individus, ce qui fait que certains qui ont un périsprit mince seront facilement influençables et seront sujets à des psychosomatoses, donc à des maladies psychomatiques collectives, schizophrénie, paranoïa à un moment donné, et un paquet de choses comme ça. Alors, si on leur donnerait un peu plus d'aliments vivants à bouffer, au lieu de leur donner du Haldol ou des médicaments comme ça, on pourrait relativement contraindre la paranoïa et différentes formes de schizophrénie pathologique parce que, justement, on grossirait leur périsprit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que cette âme, elle est, par le biais du périsprit et de l'énergie vitale, en relation avec le corps physique de l'homme. Chaque fois que vous avez une émotion, vous ressentez une vibration particulière qui va être transmise dans le corps physique. Elle est transmise par le biais, justement, de l'hypothalamus, qui est, disons, le coordonnateur de tout le système hormonal, endocrinien, exocrinien du corps de l'homme. Le neurone reçoit une impulsion et la transmet. Cette impulsion transmise à un autre neurone est reçue par ce neurone et retransmise, et là, on s'amuse comme ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'en va à un muscle et que ça va donner quelque chose qui volontairement avait été décidé par toi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout conducteur, l'axone est un fil électrique. L'axone, si je répète, c'est le fil qui relie les neurones. Si on prend une lumière, on prend un fil électrique, on plante ça dans une fiche murale, on allume la lumière, il y a un courant électrique qui circule dans le fil et automatiquement, il y aura un champ électromagnétique qui va être induit, un champ qui va être parallèle à la circulation du courant. Si on met une boussole à côté d'un fil qui est connecté à un aspirateur, on va voir que la boussole va commencer à triper elle aussi. Elle évolue. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, après avoir débranché le respirateur, ce qu'il faut comprendre, c'est un terme pour toi, le public se sert d'aspirateur, les médecins de respirateurs. Bon. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'à l'intérieur du cerveau, et les maladies, on y vient, faites-vous-en pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le neurone envoie une impulsion qui est chimio-électrique à un autre neurone. Cela induit de toute façon un champ électromagnétique.
Ce champ électromagnétique est une résonance qui va, s'il est suffisamment réinduit dans le cerveau, être capable de provoquer une perturbation neurologique qui va être capable d'induire d'autres neurones qui n'auront pas reçu de message. Donc, ce champ électromagnétique finira par être suffisamment puissant pour stimuler un autre neurone qui va émettre d'autres messages. Et là, on aura à un moment donné un cerveau qui aura un phénomène, disons, électromagnétique relativement intéressant. À un moment donné, on a parlé d'ondes alpha, d'ondes bêta, de ces ondes. Ces ondes sont justement les champs électromagnétiques qui vont être induits par la circulation nerveuse à l'intérieur des axones entre les neurones. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, l'être humain est manipulable de quelle façon? L'homme nouveau, lui, a un cerveau qui est beaucoup plus électrique que chimio-électrique parce que les fils électriques deviennent de plus en plus protégés par une gaine, donc ils viennent de plus en plus isolés. Cela veut dire que le champ électromagnétique est de plus en plus confiné à l'intérieur de la gaine. Médicalement, ce sont les gaines de myéline. Parfait? Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que lorsque la partie astrale de l'homme, l'âme, donc la partie théologique, l'âme de l'homme, la partie astrale de l'homme ou de la femme, évidemment, entre en résonance avec une mémoire, elle vit quelque chose. Bon. On va y revenir tout à l'heure au niveau de l'âme, mais là, on va surtout s'attaquer au niveau du corps physique. Mais autrement dit, chaque fois que vous avez une émotion, qu'est-ce qui se passe pour une émotion? Il se passe simplement qu'à un moment donné, vous observez quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Vous voyez quelque chose de formidable et de génial. Cette vision rentre chez vous, elle est interprétée par votre système oculaire, transformée en impulsion nerveuse, amenée au cerveau, et dans le cerveau, elle va être analysée. C'est pas? J'espère, oui. C'est faux. Voilà. La médecine s'arrête là. Bon, la médecine s'arrête au niveau s'en va au niveau cérébral, ça va être acheminé vers la partie neuronique du cerveau qui, premièrement, évidemment, est en relation avec le système visuel ou le système auditif s'il y a, disons, un chant, une musique ou quelque chose avec, des bruits. Et cela va être acheminé au niveau du cerveau pour commencer à faire ce que la médecine appelle l'analyse. L'analyse devient conne à un moment donné, sauf que l'analyse étant un cheminement rapide à l'intérieur des neurones de certaines régions du cerveau, cela induit un champ électromagnétique qui crée une énergie vitale, et c'est ce champ électromagnétique qui rentre en contact par vibration, par osmose, avec l'âme, informant l'ego de ce qui se passe au niveau de ce que le corps physique détecte. Vu que cela informe l'ego, cela va créer une expérience dans l'âme, donc une expérience dans l'ego. L'expérience dans l'ego qui va être créée donne automatiquement stimule l'ego à réagir à cette chose. La stimulation de l'ego par le biais de son corps vital, c'est-à-dire l'enveloppe de l'âme, va maintenant induire une autre partie du cerveau, une autre partie neurologique du cerveau, qui va engendrer au niveau du cerveau, c'est pas? C'est un terme québécois, ça? Bon. Cela va engendrer une induction, c'est-à-dire une réponse au niveau cérébral dans une autre localisation du cerveau et qui, elle, va par le biais maintenant de l'hypothalamus engendrer l'expression vibratoire dans le corps de l'homme, ce qui va faire en sorte que l'expression vibratoire engendrée dans le corps de l'homme étant une expérience pour le corps de l'homme, cela va être capté aussi par le cerveau, parce que s'il y a une sécrétion d'hormones, le cerveau le sait. S'il y a un mouvement physique, le cerveau le sait. Le cerveau étant stimulé maintenant par l'expression corporelle, recommence à analyser ce qui se passe au niveau du corps, renvoie cela à l'ego qui sait maintenant, donc cela va réénergiser l'ego, ce qui va créer une auto-énergisation. Si c'est quelque chose d'horreur, tu brailles, tu te mets à broyer, tu y vas, tu cries, tu paniques, auto-énergisation. Si c'est génial, tu trouves ça beau, tu rentres en extase, tu jouis, tu ne veux plus le lâcher, bon. Okay? Il y a donc une forme d'auto-énergisation. C'est au niveau de l'âme, donc de la psychologie, que cela va se faire. Et la relation entre l'âme et le corps physique se fait par le cerveau, cela va de soi, par l'auto-induction cérébrale, c'est-à-dire par le phénomène vibratoire qui permet à l'âme, qui est astrale, par le biais de son périsprit vital, de pouvoir entrer en contact avec la vitalité neurologique, donc le cerveau, ce qui maintenant induit dans l'être humain des choses. Mais le cerveau humain est comparable quand même à un ordinateur, sauf que ce que je comprends bien, là, c'est que l'ordinateur, lui, n'a pas les cellules gliales pour accumuler l'énergie autour. C'est ça? Bon, la cellule gliale nettoie les cellules neuroniques, disons, élimine les axones qui sont mortes, démolit les dendrites. Il y a différentes classes de cellules gliales. À un moment donné, la science va avancer un peu plus au niveau cérébral et elle va découvrir qu'effectivement, il y a différentes classes de cellules gliales. Maintenant, le cerveau est comme un ordinateur, c'est un fait. Sauf que l'ordinateur doit obligatoirement fonctionner avec un bonhomme ou une bonne femme qui pitonne. La bonne femme ou le bonhomme qui pitonne, c'est l'âme, au niveau du cerveau de l'homme. Alors, ce qui fait que si tu élimines le cerveau de l'homme, il y a une programmation prête. Mais il n'aura pas. La mémoire cérébrale de l'homme est une mémoire extrêmement limitée. Donc, toute la mémoire du cerveau de l'homme est une mémoire qui est amique. Si on va en Haïti et qu'on rencontre un zombie, c'est une personne à qui on a ôté l'âme. Donc, c'est un mort vivant. Un mort pour la simple raison que son âme est dans le monde des morts, sauf qu'il est vivant parce que le corps physique ainsi que le corps vital est intégral, et le zombie ne fait rien. Il ne peut pas être intentionnel.
Toi, tu vas dire au zombie, lève le bras. Il lève le bras. Il n'y a aucun problème. Le bras va descendre quand le corps ne pourra plus le tenir, ou bien si quelqu'un lui dit de le baisser. Lui, il ne le baissera pas. Bon. Alors, il est fonctionnel, il a une programmation, sauf qu'il ne peut pas être intentionnel parce qu'il n'a plus la mémoire. On est un ordinateur qui est extraordinaire au niveau de la rapidité et du traitement d'informations, sauf que toute notre mémoire se ramasse sur un bloc à part, c'est-à-dire un gros gâteau au niveau de l'informatique, et qui va être notre âme à notre niveau à nous. Tout ça pour dire que le cerveau serait-il le siège de départ de la maladie? Bon, non. Le cerveau est simplement le médium entre le corps physique et le corps astral, donc la psychologie. Le siège de la maladie est la psychologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps physique est vivant. Lorsqu'un jour, vous allez regarder vous allez regarder votre assiette, et puis vous allez dire, ça là, c'est pas moi, mais ça va être moi dans 5 minutes. Bon, alors là, effectivement, vous allez regarder les choses, vous allez dire, sac, je veux pas être ça. Je veux pas être ça. Je veux pas être ça. Et puis là, on va peut-être dire, bon, alors je vais être ceci, je vais être cela, je vais être cela. Et on va manger mauditement mieux. Si on mange drôlement mieux, évidemment, le corps physique s'en portera mieux. Sauf que présentement, étant donné que c'est la psychologie qui mange, tu manges ce que tu trouves beau, tu manges ce qui va te plaire gustativement, ce qui va stimuler les mémoires chez toi, mais tu ne nourris pas ton corps physique. Le corps physique, il se contentera de ce qui va rester. Bon, tu t'habilles ta psychologie, tu t'habilles trop serré, tu t'habilles trop chaud, tu t'habilles trop froid, tu t'habilles ceci, tu t'habilles cela, mais tu t'habilles pas ton corps physique. Le corps physique, il se démerdera, la circulation poussera un peu, puis ça passera dans les jeans serrés. Bon, on met des souliers à talons hauts, on met des choses comme ça, ben c'est ça, c'est qu'on veut, on habille toujours, on chausse notre psychologie, on chausse pas notre corps physique. Le corps physique se contenterait bien d'être à terre. Bon, il a besoin de respirer par la peau. Bon, évidemment, encore une fois, on veut notre psychologie. Lorsque, à un moment donné, la personne regarde, prenons le maquillage, elle va regarder toutes ses cosmétiques, elle va dire, ça, c'est moi. Parce qu'effectivement, c'est ça. Bon, et là, elle va mettre un peu de elle sur elle. Bon, et quand elle va l'ôter, elle va dire, c'est moi que j'ôte. Bon, si la personne prend conscience de ce phénomène, ben, il y aura évidemment une évolution majeure qui va éliminer un paquet de malades dans les cliniques. Bon, alors vous réformerez. Une vétérinaire, par exemple. Je suis moins patient que je ne plus. C'est ça, oui. Bon, ça c'est une chose. Il y aura moins de CAT. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre ego est un phénomène qui accumule de la mémoire, est un phénomène qui s'identifie à des formes, est un phénomène qui a une mémoire qui n'est pas très, très longue. C'est-à-dire que l'ego, l'âme, on pense souvent, je me rappelle de quand j'avais 2 ans, je me rappelle de v'là 8 ans, je me rappelle de v'là 2 ans. Mais on s'en rappelle toujours d'une façon nébuleuse. Il y a certaines choses qui nous ont marquées, puis on les ressasse de temps en temps, donc on les réénergise au niveau mémoriel. Mais le reste, ça reste toujours un peu... Tu sais, exactement quelle face avais-tu quand tu avais 12 ans? Heureusement qu'il y a des photos. Oui, parce que sinon, tu n'aurais vraiment aucune idée. D'où, pourquoi? Pour la simple raison que ton identification vit avec l'évolution de ton corps physique. C'est-à-dire que chaque fois que ton ego est transformé, elle a besoin d'énergie vitale. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'ego, c'est comme une balloune. Bon, alors l'âme, c'est une balloune. Plus on met de la mémoire dedans, plus on met de l'air dedans, plus l'enveloppe s'étire et plus ça gonfle. Plus ça gonfle, plus l'enveloppe devient mince, n'est-ce pas? Une ballonne de baudruche, un ballon de baudruche, plus on le gonfle, plus ça devient mince. Plus ça devient mince, plus vous devenez sensible, donc influençable. Vous êtes facilement broyable. Vous êtes la femme qui vient d'accoucher, par exemple, va être broyarde, elle va être ceci, va être cela. Parce que l'enfant a besoin de plein d'énergie vitale, alors il en prend énormément au niveau de l'ego, il en prend au niveau du corps physique. Alors la mère se fait suctionner parce que l'enfant prime en termes de survie sur la mère au niveau de la gestation. Alors évidemment, la mère va passer par des phases psychologiques et même 2-3 mois après l'accouchement, elle va passer encore par des phases où elle sera hypersensible parce qu'elle manque d'énergie vitale. Bon. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'âme grandit, il devient hypersensible, donc l'enveloppe devient hypersensible. Celui qui mange énormément de fruits verts, de fruits mûrs, de légumes mûrs, celui qui mange des choses vivantes, ou comme je le dis de temps en temps en séminaire, si vous voulez manger vivant et de la viande, ben mangez au moins l'animal vivant, tu sais. Au moins, il y aura de la vie dedans. Bon. Maintenant, il n'y a personne qui le fait. Parce qu'on va dire, ça se fait pas, ben on peut manger des chenilles, on peut manger des insectes, enfin, c'est vivant. Bon. C'est plein de protéines en plus, hein? Bon. Oui, très nourrissant, effectivement. L'hiver, c'est plus mal commode. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est simplement, c'est que lorsque l'ego grossit, celui-ci, pour pouvoir préserver sa sécurité, son intégrité au niveau de sa sensibilité, le gars qui a toujours été carrière de football, qui marche, à un moment donné, il commence à vivre des expériences, il se transforme. Se transformant, il grossit au niveau mémoriel, et grossissant au niveau mémoriel, il devient plus sensible pendant une période de temps. Autrement dit, toi, tu rencontres quelqu'un qui va transformer ta vie,
Tu vas toujours l'écouter, tu seras comme hypnotisé par lui, c'est-à-dire que tu seras extrêmement plus sensible. Et à un moment donné, tu sors dehors, il arrive un accident, tu es plus bouleversé. Ton périsprit est plus mince parce que tu as gonflé. C'est la rançon de l'évolution. Ça. C'est la rançon de l'évolution. Maintenant, la rançon parfaite de l'évolution, c'est le vieillissement et la maladie. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'après cette période de sensibilité, regardez que les personnes qui, normalement, ont un corps jeune, même s'ils sont plus vieilles, sont des personnes extrêmement sensibles. Oui. Mais la personne qui, à un moment donné, vieillit rapidement, est une personne qui sera beaucoup plus dure. Hein? Une personne beaucoup plus intransigeante, une personne qui pourra marcher, tu sais, elle aura plus de rides, elle sera plus vieillie, mais on ne pourra pas la voir, on ne pourra pas l'enguirlander. Bon. Pourquoi? Parce que son ego se protège par un périsprit vital extrêmement épais, et ce périsprit, cette énergie vitale, il ne naît pas de l'âme. Il ne provient que de la terre, que de la vie. Et cette vie est transmissible au corps de l'homme par l'alimentation qu'il prend. C'est pourquoi c'est extrêmement important de manger des choses vivantes, et c'est pourquoi c'est extrêmement important de mastiquer. On ne mastique pas pour que la digestion se fasse mieux. L'estomac doit travailler. Fait que plus on y en donne des gros morceaux, plus on l'entretient à travailler. Bon. On doit mastiquer. Pourquoi? Simplement parce que l'énergie vitale est, disons, assimilable exclusivement par la bouche et par le nez. Alors, plus tu mastiques des choses vivantes, donc des légumes et des fruits longtemps, plus tu assimiles de l'énergie vitale. Plus tu respires lentement, plus tu en assimiles aussi. Mais au niveau où tu manges de la viande, bouffe la rond, ça dérange pas. Le chien, il a bouffe bien rond, puis il sert l'estomac, c'est chien pas. Hein? Tu lui donnes un quartier de viande, cloc, 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 boum, fini là. Hein? Un serpent, ça bouffe un bœuf d'une claque. Ça n'a pas d'ulcère d'estomac. Alors, c'est pas parce que l'homme mange vite qu'il a des ulcères. Par contre, il peut manger vite parce qu'il est nerveux, et là, ça va engendrer cela. Mais le gars va manger bien lentement, va être encore bien plus nerveux, va avoir des ulcères pareils. Hein? Ça va de soi. Bon. Oui, mais la nourriture, ça a vraiment une grande importance. Moi, je regardais des gens, dans le temps que je faisais de la méditation, les gens mangeaient végétarien et même végétalien. Ils étaient flyés bien net. Ils trouvaient que les méditations étaient extraordinaires, mais Moses, que c'était des gens qui n'étaient pas grandés, qui n'étaient pas parlables. Exactement. Et je regarde des gens de notre famille, des gens des gros travailleurs qui mangent supposément mal, des gros repas, puis finalement, ils sont pas payés pour ça. Non. Tu gardes ta question, je viens qu'expliquer ça, puis on vient, c'est très important. Puis tu vas comprendre pourquoi que les carnivores, la viande, a été ce qui a permis l'évolution majeure de l'humanité, et que plus on va se diriger vers le phénomène de l'homme nouveau, plus on va se diriger vers le végétarisme. Bon. Maintenant, tous les peuples végétariens présentement sont des peuples c'est peut-être finis. Ouais, mais finis aussi. Bon, okay. D'accord? Et les peuples carnivores sont les peuples qui mènent la Terre. Bon, mais on reviendra là-dessus un petit peu après si tu n'oublies pas ta question. Sinon, vous l'écrirez ou vous y penserez pour lui. Bon. Alors donc, ce que je dis, c'est que lorsque le périsprit s'amincit parce qu'il y a évolution, et évolution, c'est aussi maturation. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'on vit, on a un certain bagage mémoriel. Mais quand ça fait 65 ans que l'on vit, on a un maudit bagage mémoriel. Alors, tout au long de l'expansion de cette mémoire, et c'est pourquoi l'être humain devrait apprendre à oublier des choses, mais oublier des choses, cela ne veut pas dire ne plus les retrouver dans sa mémoire. Cela voudrait dire les retransformer en énergie vitale. Mais on va revenir. C'est le phénomène d'ailleurs de la mutation vers l'homme nouveau. Plus l'être humain accumule de la mémoire, plus il s'informe, plus il accumule des phénomènes émotifs, plus il va voir son périsprit s'amincir, et plus l'ego va aller chercher dans le corps physique de cette énergie vitale qu'il a besoin pour conserver sa sécurité. Plus la personne à 45 ans, elle a l'air d'une personne extrêmement vieille, oui, mais essaye d'y vendre des bonbons pour 50$, puis tu vas voir que tu pourras pas. La personne, elle a 45 ans, 50 ans, puis elle paraît jeune. Je parle pas de ceux qui sont fait la face, là. Bon, je parle de ceux qui ont une évolution normale. Bon. Alors, elle paraît jeune, maintenant, va lui offrir une fleur et elle va triper. Tu sais, elle est plus flyée. Bon. Les végétariens sont souvent moins vieillis, sauf ceux qui commencent un petit peu tard. Ils peuvent rajeunir de toute façon, mais ils vont être justement plus flyés. Parce que la viande, comme la cigarette, te tient au sol. Comme la boisson, d'ailleurs, te tient au sol. Mais vu qu'elle te tient au sol, elle t'oblige à puiser dans ton corps physique de l'énergie vitale au niveau de ton ego. Alors, celui qui boit, celui qui mange énormément de viande aura un corps qui va effectivement vieillir plus vite. Bon. Maintenant, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que plus l'être humain accumule de la mémoire, donc plus l'être humain vieillit psychologiquement, plus il a besoin d'énergie vitale qu'il va puiser au niveau de son corps physique, donc plus il vieillira physiquement. Pourquoi? Parce qu'il tarit la dose, disons, génétique d'énergie vitale. La cellule ici, si je la prends, je la mets sur la table et je la place dans un cadre vital adéquat, elle va se diviser en deux, faire deux cellules, qui vont se diviser, faire d'autres cellules. Et lentement, on va s'en aller à une vitesse folle, puis on aura des cellules ad vitam aeternam. Je reprends la cellule, je la mets dans mon corps, puis au bout d'un certain temps, elle ne pourra plus se diviser, elle va mourir. Ou bien elle va se diviser, mais d'une cellule pleine de vie, hein, pépin de pep, elle va se diviser en deux cellules à moitié vivantes.
Et c'est là le processus du vieillissement. Elle n'a plus la dose nécessaire d'énergie vitale pour pouvoir engendrer une cellule fille qui sera aussi puissante que la cellule mère. Et lorsqu'elle va se rediviser, on aura donc encore un vieillissement, donc un appauvrissement au niveau vital. Alors la peau finit par devenir lustrée, glacée, le corps physique vieillit lentement, les rides sont conservées au niveau mémoriel et lentement le corps s'épuise. Mais ça veut dire qu'il faut aller absolument puiser l'énergie vitale à l'extérieur de nous continuellement pour s'entretenir? Bon, il y a deux choses. Premièrement, c'est essayer d'en gaspiller ou bien en puiser à l'extérieur. La maladie vient de où? Et on revient encore. La maladie vient de où? La maladie vient simplement du fait que lorsque la psychologie de l'homme a besoin de phénomènes vitaux pour conserver une mémoire, elle va la puiser là où le corps physique ramasse la plus grande quantité de phénomènes vitaux. Ça va être normalement au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque ou au niveau gastrique. Bon. Intestinal par la suite. C'est là qu'il va se faire l'assimilation des aliments. Pourquoi? Parce que même si l'aliment, lorsque l'être humain a mangé rapidement et qu'il l'a avalé, toute l'énergie réellement vitale qui constituait l'aliment n'est pas assimilée par le système intestinal. Sauf que toute l'atomicité, tout ce qui fait en sorte que le bol alimentaire est quand même, disons, une pomme, il est quand même pommique. Il y a quand même ces morceaux de pommes, mélangés de salive, par exemple, et d'acide chlorhydrique, et de bile, etc. Ces morceaux-là vont, dans le système intestinal, être retransformés, et on va être capable, donc, de briser les molécules pour pouvoir structurer, des calories, structurer des sucres, structurer une panoplie de choses pour que le corps puisse vivre. Et le résidu, disons, de ça, va être les excréments, et une partie d'énergie vitale atomique qui, là, va être tétée par l'ego. Mais ce qui va arriver, c'est que l'ego va têter au niveau du système pulmonaire, du système cardiaque, du système coronarien, du système intestinal, et ramassant l'énergie qui va circuler là. Pulmonaire, c'est par l'air que cela va se faire. Il va en même temps puiser dans la partie biologique de cette région. Alors, on aura des maladies gastriques, des maladies donc intestinales, des maladies pulmonaires, des maladies coronariennes, on aura des maladies cardiaques, on aura cette panoplie de maladies qui sont typiquement des maladies de l'évolution, donc des maladies de l'homme ancien, où on en est rendu aujourd'hui. Le cancer, lui. Bon, le cancer. Le cancer, c'est premièrement une maladie il y a deux formes de cancer. D'ailleurs, il y en a plus que deux formes, mais disons qu'il y a deux formes majeures de cancer. Tu as parlé au début de la conférence de maladies karmiques planétaires. Donc, on a parlé, par exemple, la peste bubonique, on a parlé de la pneumonie, on a parlé de ces choses-là. Le sida est une maladie de l'évolution, mais c'est une maladie qui est karmique planétaire pour remplacer justement les cures de maladies traditionnelles, épidémiques qu'on a pu. La médecine a réussi à vaincre certaines épidémies. N'ayant pas compris l'intelligence de ces maladies, évidemment, il y a d'autres maladies qui vont apparaître à un moment donné au niveau de l'évolution de l'homme pour toujours restreindre l'homme dans une souffrance karmique, au niveau des pathologies. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'être humain évolue, il y a donc des maladies au niveau du cancer qui vont être karmiques planétaires. Il y a des formes de cancer qui sont virales. Bon. Et il y a des formes de cancer qui, par contre, ne sont pas virales, mais vont être induites normalement par la peur qu'aura l'ego de mourir. L'endogène. Exactement. Lorsque l'ego a peur de mourir, il finit par induire dans son corps physique une structuration qui va faire en sorte que la cellule va se multiplier pour que, justement, il ait le feeling que ce multipliant, il vieillit plus. Et alors, ça se multiplie, on appelle ça un tumeur. À un moment donné, ça devient malin, ça devient cancérigène, et puis là, il faut faire une ablation, puis ça va continuer ailleurs, et puis ailleurs, et puis ailleurs, et ça, c'est un phénomène psychosomatique. Donc, l'homme ancien, normalement, qui ne comprend pas le phénomène de la mort, donc qui a peur de la mort. Alors, beaucoup me disent, moi, je n'ai pas peur de la mort. Non, mais chaque fois que c'est leur fête, ils ont une crispation majeure. Ils n'ont pas peur de la mort, mais ils ne veulent pas vieillir. C'est le même phénomène. Alors, parce qu'à la fête, c'est conscientisé, cela les habite à l'année longue, et lentement, ça peut induire un cancer, pour la simple raison que l'âme, tripotant le corps vital du corps physique, finit par induire ces pathologies. Ça va pour le cancer endogène, le cancer. Mais le cancer exogène, le cancer causé par les environnements, l'homme nouveau, comment est-ce qu'il va y échapper? Bon. Comment un homme normal échappe-t-il à la grippe ou au rhume? Oui, j'en ai pas souvent, moi, puis j'en vois du monde qui a la grippe. Oui, mais comment on pourrait faire pour y échapper? Quand tu es bien fatigué, tu l'attrapes plus facilement que quand tu es en forme. Oui, effectivement. N'est-ce pas? Quand tu es fatigué, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'on ne parle pas de la fatigue, la fatigue lactique, là. Parce que tu fais trop d'activité physique. Non, pas fatigue musculaire, fatigue. Exactement, la fatigue nerveuse, la fatigue. Bon, cette fatigue-là, elle est causée par quoi? Tu manques de vitalité, n'est-ce pas? Oui. Bon. Si tu manques de vitalité, c'est que tu manques d'énergie vitale au niveau de ton corps. Donc, automatiquement, la mémoire qui maintient la cristallisation moléculaire de ce qui constitue ton corps est affaiblie.
manquant d'énergie vitale, tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit de la pollution, que ce soit des virus, des bactéries, que ce soit n'importe quoi, lorsque ça pénètre chez toi, toutes ces choses ont une forme vitale particulière. Si c'est des fibres d'amiante, ça a une constitution chimique et atomique qui est particulière, et la liaison atomique, c'est l'énergie vitale. Cette énergie vitale-là, tu l'assimiles. Elle pénètre chez toi. C'est intéressant, c'est plaisant au bout. Sauf que ce qui va arriver, c'est que lorsque ça s'approche de certaines régions de ton corps, ça peut être au niveau pulmonaire, par exemple, cancer du poumon, avec la cigarette, ou bon, avec d'autres choses, lorsque cela vient ça s'accoler sur les parties du corps, l'énergie vitale de la substance toxique, donc de la toxine, est capable d'engendrer une mutation génétique dans les cellules immédiatement accolées à elle. Donc, vu que l'énergie vitale de la cellule est extrêmement faible, tu es fatigué, il n'y a pas suffisamment d'énergie vitale pour pouvoir transformer l'intrus, et c'est plutôt l'intrus qui transforme ton phénomène. Alors, automatiquement, tu peux arriver à avoir une résistance de l'ego vers la région qui va essayer de stimuler, disons, la procréation de cellules pour réagir. Mais en réalité, on devrait plutôt stimuler, l'envoi d'énergie vitale. Mais l'ego, l'âme, la psychologie de l'âme ne connaît pas ces mécanismes. Ce qui fait qu'on va réagir un peu comme l'allergie, par exemple, au rhume des foins. Les muqueuses nasales reçoivent certaines agressions extérieures. Et au lieu de réagir comme ça devrait, alors automatiquement, la psychologie envoie une dose massive d'histamine, par exemple. Et puis là, ça se met à réagir et à se défendre comme si on te rentrait des tournevis dans le nez. Puis là, tu te mets à pleurer, à moucher, puis là, tu t'arrives plus. Ah, tu te défends trop. Alors donc, les cancers exogènes sont des cancers qui vont être une réaction. L'être humain manque de vitalité, bouffe trop de viande. L'être humain est trop fatigué, donc l'être humain tête trop de son énergie vitale au niveau corporel. C'est-à-dire, l'être humain est trop stressé, l'être humain est trop angoissé. Donc, l'ego vit trop d'importance au niveau des choses, ce qui fait qu'automatiquement, le corps est laissé à lui-même avec un manque d'énergie vitale. Alors, automatiquement, le corps est apte à ramasser n'importe quelle forme de pathologie. De quelle façon, donc, bon, on va juste revenir aux maladies de l'homme nouveau et après ça, à comment, justement, ça essaie d'être malade. Et puis, à un moment donné, comment ça essaie de vieillir. Tu crois-tu à ça qu'on peut arrêter de vieillir? Non. C'est ça que tu voulais savoir? C'est ça que je veux savoir. Tu crois-tu à ça qu'on peut ne pas mourir, physiquement? J'y crois pas, mais je trouve ça bien cute. OK, ça m'obsède. Ça fait des années que je me dis, il me semble que ça devrait être possible, mais l'observation est évidente. Il n'y a pas les personne que je statistiques ne portent pas à croire que ça se fait. C'est ça. Mais je connais pas grand monde autour de moi, qui a vécu bien plus vieux que la moyenne. J'en connais pas. Quand je dis 150, 200 ans, j'en connais pas. Est-ce que tu connais l'âge de tous ceux que tu connais? 15, toi. À un moment donné, ça s'amusera. Bon, OK. Donc, la maladie de l'homme transitif. Et ça, c'est des patients que les médecins voient de plus en plus. Et la majorité d'entre ceux qui, présentement, ont certaines pathologies ou vont en avoir, ce sera des maladies de personnes transitives. Pour être transitif, est-ce qu'il faut avoir une philosophie d'homme nouveau? Bon, premièrement, la philosophie de l'homme nouveau, mettez-la loin dans la filière ronde. C'est pas la poubelle, parce que l'homme nouveau n'est pas un philosophe. L'homme nouveau est un homme d'action. Psychologue, un homme d'action. C'est un être qui vit l'instantanéité et il ne philosophe pas sur les choses. Bon. Alors, on ne peut pas vivre d'une philosophie de l'homme nouveau. J'ai écrit un livre pour expliquer des mécaniques. J'ai pas écrit un livre pour philosophier. Ça va de soi. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que l'être humain grandit, vous savez, lorsque vous faites des travaux mathématiques, lorsque vous étudiez, hein, à l'école, on envoie les jeunes, on leur fait suivre des cours de mathématiques d'une façon abominable. T'es médecin, il a fallu que tu fasses des sciences mathématiques assez avancées. Malheureusement. Oui, sais-tu pourquoi? Parce que la mathématique est la seule chose qui force une augmentation de la programmation de ton cerveau. Oui, je l'avais compris, mais... Bon, une mot de chance. Mais vu qu'on l'explique pas aux jeunes, puis que la majorité des profs le savent même pas, tu t'en vas en médecine, il faut que tu fasses des maths, tu sais. T'as de la misère à saisir le phénomène. La seule chose qu'il y a, c'est que si tu arrives à pouvoir jouer avec une spéculation mathématique, puis jouer avec un paquet de chiffres, puis aller chercher une conscience plus grande, c'est évident que tu auras la faculté d'avoir cette même conscience au niveau d'un individu, d'un humain, d'une pathologie, de faire de la recherche. On développe ça. Ce développement engendre une mutation de la programmation, disons, génétique et d'éducation chez l'enfant. Il y a donc une mutation neurologique qui est déjà enclenchée. Bon, pour prouver la mutation neurologique que moi j'apporte et qui est tout à fait neuve, parce que je suis le seul, le premier à l'amener, pas le seul, mais le premier à l'amener publiquement, le phénomène de la mutation, cela veut dire que dans la tête de l'homme, il y a une mutation. Alors, vos cerveaux sont en train de changer. Ils s'améliorent pour la majorité des cas et il y a certaines personnes, le cerveau évidemment est en dégradation. Bon, dépendant des causes. Alors, ce qu'il faut comprendre, prenons juste l'exemple d'une personne qui, à un moment donné, a une thrombose cérébrale. Alors, elle se ramasse paralysée d'un côté. Et on peut la rééduquer, donc on peut forcer son cerveau à restructurer une programmation pour contourner les parties qui seront mortes, qui auront été ischémiées, et la personne pourra retrouver une partie d'elle-même. Comment on va faire?
Et présentement, la médecine fonctionne comme ça. C'est pas le meilleur moyen, mais c'est le seul qu'il connaît présentement. On va motiver le bras de la personne, par exemple, pour le faire bouger. C'est-à-dire qu'on va finir par faire fonctionner à l'inverse. On va finir par induire dans les muscles une forme d'électricité qui va finir lentement par stimuler le système nerveux. Et lentement, ça va revenir au cerveau jusqu'à temps que ça refasse son chemin puis que le cerveau le découvre. Et puis là, il pourra peut-être se servir de cette nouvelle voie. Il y a d'autres moyens de le faire. Premièrement, il y a le phénomène de l'isométrie cérébrale qu'on développe au niveau du PMC, qui permet à un moment donné à la personne d'avoir un cerveau qui serait capable de... Bon, t'as une thrombose, et puis 2 semaines après, quand c'est revenu un peu, c'est pas long que tu reprends tout le contrôle de ton corps parce que tu as suffisamment de contrôle au niveau neuronique, un peu comme la technique Menfi, justement, t'oblige à connaître ton corps musculaire d'une façon parfaite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc une mutation neurologique, la médecine ne peut pas la nier parce que l'Institut de réhabilitation fonctionne juste là-dessus. Bon, puis Santa Gabrini, pas Santa Gabrini, mais on a quelques autres hôpitaux à Montréal qui fonctionnent là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que vous évoluez, que vous vous posez des questions, que vous vivez des problèmes, que vous vivez des souffrances, que vous recherchez à savoir des choses, que vous essayez de voir plus grand, automatiquement, votre cerveau limité a besoin de plus de puissance, de plus de place. Plus on va se poser de questions, plus on va finir par débloquer des phénomènes neurologiques, et c'est cette mutation. Le maudit problème, c'est que la première maladie de l'homme nouveau va être la perte de mémoire. Une perte de mémoire très localisée, qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. D'autres formes de maladies vont être la majorité des phénomènes d'hyper ou d'hypotension qui ne sont pas pathologisables. Bon, on a les maladies cardiaques qui ne sont pas, encore une fois, on a le symptôme de l'infarctus, mais on n'aura pas l'aboutissement sur l'électrocardiogramme. On aura les maux de tête, on aura des maux de tête, on aura des bourdonnements, mais on aura aussi des piquements, par exemple, ça pique sur le nez, ça pique dedans, t'as beau te gratter, ça pique à l'oreille, tu tripotes, ça pique toujours, 1 mois de temps, ça pique, tu deviens fou, tu deviens... Bon, pourquoi? Parce que ça pique pas. Alors, t'as beau gratter, mais ça pique pas. Ça pique ou ça pique pas, là? Ça pique pas. Alors, tu vas voir le médecin, il a beau tout faire un test d'allergie, il a beau gratter l'oreille, il a beau te donner des antihistaminiques, il a beau faire n'importe quoi, ça pique. Mais ça pique pas. Ça, c'est l'homme transitif avancé. Non, ça peut être n'importe quelle personne qui présentement est en mutation, et la majorité des personnes du Québec vont de plus en plus vivre ce genre de conneries. Bon. Le problème qu'il y a, c'est que tu peux t'en aller en dépression quand ça fait 6 mois que ça te pique sur le bout du nez, puis que tu es toujours en train de te gratter, tu as un nez qui est rendu enflé comme ça, hein? Ça amène des dépressions. Mais il y a d'autres genres de maladies. Les personnes qui, à un moment donné, se lèvent un matin et ont mal dans le dos. Hein? Tu en as parlé tout à l'heure, tu en as parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis tordu? Est-ce que j'ai fait du yoga pendant la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, ça va pas. À un moment donné, tu vas vivre et soudainement, au niveau articulaire, il y a une épaule qui fait bizarre. Ça se place. D'un coup, c'est un genou. Le rhumatisme, arthrite, ça se place. C'est une cheville, ça se place. La main enfle, ça se place. Il y a un paquet de maladies, et là, on va aller voir un médecin, puis le médecin, il commence à sculpter le coude, puis là, tu vas dire, non, c'est dans le coude, c'est dans le pied. Bon. Pas aussi rapidement, mais tu vas le voir pour une fois, puis que tu repasses 1 mois après, c'est rendu là. C'est plus là. Hein? Bon, tu as peut-être même déjà vu des patients comme ça. On a des maladies. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est sûr que le médecin peut dire, ben oui, mais c'est un virus, hein, puis il se pousse en maudit, ça te couperait 2 jambes, il passera pas. Le problème, c'est comment arriver à cerner ce phénomène au niveau médical. Et on a une panoplie de gens. Je donne des exemples. Hein. Si vous en avez des exemples tout à l'heure, on pourra, disons, travailler dessus au niveau des questions. Je donne des exemples, je ne peux pas toutes les énumérer. Mais il y a un maudit paquet. Est-ce que, bon, peut-être ça t'est déjà arrivé, vu que tu es quand même une personne qui se pose des questions, à un moment donné, tu as comme un tic nerveux qui apparaît. Puis tu sens le muscle. Tu peux toucher, ça continue. Tu ne peux pas le contrôler volontairement, cette partie. Ça y va. D'un coup, ça part. D'un coup, c'est à l'épaule. Une petite niaiserie, tu sens quelque chose. Ça peut être un dérangement des électrolytes, ou ça peut s'expliquer, ça. Oui, et on a de ce genre de... C'est banal. Oui, on a de ce genre de chichnac qui, à un moment donné, on va faire l'analyse au niveau des électroniques, des électrolytes, et on ne trouvera pas. Il manque pas de potassium, manque pas de ceci, manque pas de cela. Ça peut être local. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une des choses quand même qui va être de plus en plus fréquente chez l'homme nouveau. Elle peut être électrolytique, elle peut être aussi neuronique, un peu comme toutes les maladies que je vous énumère là. Ce qui est très important, c'est de commencer par consulter un médecin. Quand un médecin ne sait rien, là, vous pouvez commencer à vous consulter vous. On peut magasiner une médecine, d'accord avec moi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un symptôme à un moment donné, tiens, j'ai comme une attaque cardiaque, ça que j'évolue. Non, t'es peut-être en train de mourir. OK? T'es peut-être en train de mourir. Mais peut-être qu'effectivement, il n'y a rien. Mais là, c'est le cœur. C'est mieux de faire un peu attention. Il n'y a pas moyen de se douter que c'est sérieux ou pas? Il y a moyen. Mais si je dis c'est quoi le moyen, la majorité vont se prendre suffisamment au sérieux pour penser qu'ils ont le moyen. Et puis il y en a un paquet qui vont commencer à être malades, ils vont aller voir les médecins quand ça va être trop tard.
C'est dans le sang, vous auriez dû venir il y a 15 ans. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau étant en mutation, les neurones changeant de place finissent par, à un moment donné, localiser, ils ont l'impression, le cerveau analyse et détecte une douleur rétrosternale. Il n'y a rien au niveau rétrosternal. À un moment donné, le cerveau détecte qu'il manque de pression sanguine. Alors, il répond et il augmente la pression sanguine. Vu que la pression était normale, ça se répercute par une hypertension artérielle. À un moment donné, le cerveau va détecter telle chose. Tu peux avoir la diarrhée pendant 2 ans. Maladie de l'homme transitif. Pourquoi? Parce que le cerveau va commencer, à un moment donné, dans sa mutation qui est un peu croche, il détecte des choses et évidemment, toi, tu enregistres la douleur. Tu as mal quelque part, tu sais, ça pique. Ça pique pas. Mais le cerveau est sûr que ça pique. Mais t'imagines-tu la difficulté du médecin de vivre ça? Quand on a une... Il doit s'arracher. Quand on a une forme... C'est ça. Quand... Tu sais, quand on a une formation qui est très précise, qui est très claire, puis que tu arrives avec des pathologies aussi subtiles que ça, c'est très difficile. C'est ce qui coûte cher actuellement. C'est pour ça qu'il y a tant d'investigations, tant de radiographies, puis de toutes sortes d'examens. Alors, la deuxième partie, on va expliquer un peu plus comment, justement, on devrait se présenter à un médecin pour donner une chance au médecin. Alors, on fait une petite pause de 20 minutes. Mario a quelques commentaires à vous dire. Merci, Daniel. Vous posez vos questions sur papier, et puis on va revenir. Moi, je te remercie. Avec la langue bouchée tantôt, c'est-à-dire que j'avais des billets gratuits, une cassette gratuite. Donc, pour expliquer, la cassette, vous pouvez l'entendre entre nos deux.